Merci de nous accompagner au pavillon, espace musical. Ici, vous savez, c'est le sixième invité de la série Raconte-moi ta musique et qui a commencé il y a déjà 2 ans. Parce que c'est ce qu'on appelle Raconte-moi ta musique spéciale BNQ. Et on va commencer à avoir des musiciens qui travaillent ici à BNQ, à Bibliothèque archive nationale du Québec. Il va y avoir aussi des invités encore. On va vous dévoiler quelques noms prochainement. Et aujourd'hui, c'est Caroline qui démarre qui dit oui, je commence cette aventure et vraiment merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de venir nous partager tes inspirations, de nous partager ta musique. Et donc, comme vous savez, dans le fond, c'est pas un concert. C'est comme si on était dans le salon puis que vous venez jasser. Donc, on vient jasser avec Caroline aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est qu'elle nous raconte des choses et elle va nous partager des extraits. Comment la musique est arrivée à ta vie et comment tu te retrouves maintenant en étant bibliothécaire et musicienne? Je sais que la musique fait partie aussi de ta vie parce que dans ta famille, il y a des musiciens. Donc, mais je te laisse nous dire comment ça s'est fait. OK. J'ai commencé à apprendre le piano, j'avais 6 ans. Puis je vais dire que j'ai pas choisi. C'est drôle parce que tu dis, comment t'as choisi? J'ai pas choisi. J'ai un frère plus âgé qui avait commencé le violon quand il avait seulement 2 ans et demi. Alors, vous pouvez imaginer que ma mère en avait plein les bras à faire travailler le petit pouls. Hein, c'est quand même beaucoup de choses. Hein, placer l'archet, les doigts, tout ça. Alors, arrivé à mon tour, quand j'ai dit « Moi aussi, je veux apprendre le violon », elle a dit « Non ». Alors, ça s'est tout de suite décidé comme ça. Elle dit « Je pense que j'aimerais mieux que tu apprennes un instrument qui est plus facile d'approche et d'encadrement. » On s'entend bien, tous les instruments ont leurs difficultés, mais disons que moi, si je mets mon doigt sur Do, ça sonne Do. Trouver le Do sur le violon, ça peut être vraiment toute une belle aventure. J'ai commencé donc au conservatoire de Montréal. Puis à l'époque, le conservatoire était seulement ouvert pour les adultes. Alors, je fais partie de la première cohorte cobaye à qui on enseignait à des enfants. Alors, imaginez-vous des profs d'une certaine époque qui n'ont jamais enseigné à des enfants. C'était un refuge, hein, une fuite aussi. J'ai commencé le classique, puis j'ai touché à tous les genres de musique, mais je vous dirais que le classique, pour moi, c'est être en communion avec quelque chose qui est plus grand que nous. Donc, je trouve que pour moi, d'être capable de jouer de la musique classique, c'est un grand privilège. Quand j'étais petite ou quand j'étais jeune, je pouvais pas le savoir, ça. Je vous dis, je suis comme le bon vin, là. Moi, avec l'âge, je trouve que je m'améliore parce que je comprends plus le langage. Puis, quand on est jeune, tu sais, on apprend les cours de théorie, on apprend à analyser les pièces, mais tu sais, ça reste éloigné de nous. Tandis que là, on l'entend, on le comprend. Puis quand on comprend le langage de compositeur, puis qu'on a accès à son langage ou à sa langue, mais je trouve que ça, il y a un état de grâce qui s'établit à ce moment-là, puis ça, je pense que c'est ce que je recherche quand... La maturité qui nous permet d'apprécier des choses. Oui, l'expérience de vie. Mélanger ça parce que je sais que la musique est importante et elle apaise. Elle déstresse, elle permet de nous évader, d'aller dans un autre univers. Elle nous permet de rêver, mais pas que. C'est pour ça que je veux vous parler de cinéma, le mélange entre le cinéma, la littérature et la musique, à quel point il n'y a pas un art qui est meilleur que l'autre, il y a un art qui répond à notre intérieur puis à notre besoin. Alors, je vais vous interpréter 2 pièces musicales. Alors, une, c'est la première scène d'enfant de Robert Schumann. Alors, ça vous dit, c'est que de la pureté, hein, que de la naïveté. Puis la deuxième, c'est une romance sans parole. Bon, c'était pour accompagner un moment, je dirais, un peu plus chaud et torride dans le film,
mais, comment dire, toujours avec une essence intérieure. Tu dis, c'est un clavier, mais je trouvais que c'était quand même avec de l'intensité et tout. Donc, c'était, en tout cas, moi, j'ai été touché par les pièces. Bravo, bravo, c'était très bien. Mais donc, c'est avec Meryl Streep, Jeremy Irons, dans le rôle de Charles. Et puis là, vous allez voir, je vais parler d'une Ernestina. C'est sa fiancée de cœur qui correspond, mais en tout point, à ce que cette époque s'attend d'une femme. Mais il y a Sarah qui est là. Sans trop savoir pourquoi. Peut-être pour montrer à Ernestina qu'il savait ce qu'il fallait faire en pareil cas. Charles s'avança dès que la retombée du vent le permit. « Ma brave fille, nous ne pouvons pas vous voir demeurer ainsi sans craindre qu'une rafale plus forte. » Elle se retourna pour le regarder. Ou plutôt, Charles eut l'impression que ce regard passait à travers lui sans le voir. Ce qu'il devait retenir de cette première rencontre, ce n'était pas positivement l'aspect de ce visage, mais ce en quoi il différait de ce qu'il avait pu attendre, en un temps où la réserve et la timide soumission étaient ce que l'on prisait le plus sur un visage féminin.
Charles eut immédiatement l'impression d'avoir commis le plus regrettable impair, comme si la jetée du Cobb, au lieu d'appartenir à l'ancienne commune de Lyme, était la propriété personnelle de celle qui tournait vers lui ce visage. Ce n'était nullement un charmant visage, comme celui d'Ernestina. Ce n'était certainement pas un très beau visage, selon le goût ou la norme d'une époque quelconque. Mais c'était un visage qui ne se laisse pas oublier, et un visage tragique. La tristesse en émanait d'une façon aussi pure, aussi continue et naturelle que l'eau s'écoulant d'une source de la forêt. Il n'y avait pas là d'artifice, ni hypocrisie, ni masque, ni hystérie. Et surtout, pas le moindre signe de démence. Il n'y avait que la folie de la mer, déserte, de l'horizon vide, d'une tristesse apparemment sans raison. Comme il est normal que coule l'eau d'une fontaine, mais anormal de la voir jaillir d'un désert. Ce mouvement de la sonate de Mozart, on le retrouve presque à la toute fin du film. Quand enfin, après tant d'émotions, Charles et Sarah vont sur l'eau calme d'un lac avec la barque. Il n'y a que ça qui accompagne la scène. Enfin, on a l'impression d'être dépouillé de tout le poids de la société d'une époque pour vivre enfin ce que nous sommes. Ouais, on voit que, dans le fond, finalement, oui, l'extérieur change. Comme tu dis, à une époque, il y avait des manières d'agir, il y avait une manière de s'habiller, de vivre, mais quand même, à quelque part, les sentiments humains, la profondeur qu'on retrouve dans cette musique, elle existe de la même manière encore. Parfois, c'est quand même impressionnant qu'on arrive, puis des pièces qui ont été écrites après, il y a des siècles, qu'on ressent quand même une émotion qui sera toujours, disons, la même pour tous les humains. Et donc, c'est vraiment, vraiment touchant. Merci de nous partager ça. Oui, à n'importe quel âge. Moi, j'ai commencé, quand j'enseignais, je pense ma plus vieille élève a commencé le piano à 74 ans. Fait que tout est possible. Bon, est-ce qu'on va arriver à cette compréhension du texte, tout ça? Non, mais si ça nous fait plaisir, si ça nous amène ailleurs, si ça nous ouvre les horizons, si ça nous fait découvrir quelque chose qui fait qu'on est mieux, ben, pourquoi pas? Il n'est jamais tard. Non, jamais trop tard. Non, vraiment, jamais trop tard pour apprendre. Oui. C'est une série, mais c'est parce que c'est vrai. Encore un autre extrait. Cette fois-ci, je voulais jouer... c'est le souvenir d'Afrique. Bon, on ne peut pas passer à côté de celui-là. Mais
c'est que Karen Blixen est une écrivaine extraordinaire. Alors, ça vaut la peine de lire ses livres. Je pensais jouer le fameux concerto en la majeure de Mozart, mais j'ai trouvé que ça faisait plutôt cucu au piano, alors je l'ai laissé tomber pour autre chose. Mais je vous lis un extrait. Donc, est-ce que tout le monde a vu Souvenir d'Afrique? Vous vous souvenez? Ah, elle dit, j'ai déjà eu une ferme en Afrique. Ça commence comme ça. Le livre, c'est la même chose. Nous cultivions surtout le café, mais ni l'altitude ni la région ne lui convenaient très bien. Et nous avions souvent du mal à joindre les deux bouts. Jamais ma ferme n'a connu l'opulence, mais la culture du café est une culture à laquelle on ne renonce pas. Elle vous tient constamment en haleine. Dans un champ de café, il y a toujours quelque chose à faire. Des travaux que l'on commence toujours trop tard. Au milieu de la brousse, la vue d'un terrain bien délimité avec des plantations régulières, ça fait plaisir. Au bout de quelque temps en Afrique, j'avais appris à reconnaître ma ferme, rien qu'à l'odeur. Et j'étais toujours émerveillée par la belle ordonnance de mes plantations. D'un vert si frais au milieu de la plaine grise. Je sentais à quel point les figures géométriques répondent à un besoin de l'esprit. Toute la région qui s'étend autour de Nairobi, au nord surtout, est plantée de café et peuplée de gens qui ne pensent qu'au café. Au café qu'il faut planter, tailler, récolter, au café dont on rêve la nuit, toujours préoccupé d'améliorations à apporter à une culture aussi délicate. Voilà, c'était votre pause café. Ben oui, là, tu serais prête à nous jouer un troisième extrait. OK, un extrait. Alors, vous avez vu OK. Elisabeth, Oui. le premier film qui a mis en lumière, elle était lumière sur les écrans, Cate Blanchett, dans ce film-là. Bon, alors, je ne vous raconte pas l'histoire d'Elisabeth, c'est assez sordide d'ailleurs, cette époque-là, vous savez. Et la musique que je vais vous jouer, elle est pour orchestre. Et vous l'entendez, mais vous ne le savez pas tout le long du film, parce que c'était arrangé, puis vous entendez une voix qui vient de loin. Puis ça me chicotait. J'ai dit, mais je connais ça. Puis je fais des fouilles, tout ça, des recherches, et ça provient des variations Enigma de Elgar. Et c'est la 9e variation, Nimrod. Ah, il faut que je raconte cette anecdote parce qu'elle est vraiment trop belle. Elgar a écrit 15 variations, je crois, pour ses amis. Une variation qu'il dédie à chacun de ses amis. Puis moi, je me disais tout le temps avec celle-là, celle que je vais vous jouer, un extrait, bien sûr. Ah, il devait vraiment, ça devait être son meilleur ami parce que c'est la pièce la plus extraordinaire de toute l'œuvre. Et dans Élisabeth, vous vous en souvenez sûrement, hein, on lui disait, mariez-vous, on veut des héritiers, une femme seule, ça n'existe pas, elle ne peut pas mener l'Angleterre. Puis vous savez ce qu'elle a fait, hein, c'est pour ça qu'on l'a appelée la Reine Vierge. Elle s'est maquillée en blanc, elle s'est coupé les cheveux, c'est comme si elle était rentrée au couvent, puis elle a dit, arrêtez de m'agacer avec ça, c'est fini. Je suis mariée à mon pays, au royaume, à l'Angleterre. Puis là, c'est la pièce qu'on entend. Alors, Nimrod.
je fais un clin d'œil. Parce que j'ai appelé ça, et si on parlait de vampires? Puis là, vous dites, ben non, on n'est pas le public. Là, parle-nous pas de vampires. Mais je suis certaine que vous vous souvenez d'un film qui a fait parler énormément de lui parce qu'il y avait 3 stars extraordinaires dedans. Puis on se disait d'avoir 3 stars réunies dans un film, même si c'est de vampires, c'est pas grave, on va y aller. Si je vous dis David Bowie, OK. Catherine Deneuve, Suzanne Sarandon, The Younger. Ça vous dit quelque chose? Ah, là, je vois, il y en a ici qui vont... Vous me direz, qu'est-ce que tu retiens du film? Je ne sais plus. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ça, comme je vous dis, la rencontre de ces 3 personnes-là dans un lieu, je pense que c'était exceptionnel. Puis, une des musiques que j'ai choisies, c'est la scène avec Catherine Deneuve et Suzanne Sarandon. Alors, allons-y, on peut rêver. C'était tiré donc du duo des fleurs de l'Opéra Lacmé. Et puis sinon, l'autre, ben là, c'est vraiment hors génération. C'est mes jeunes, à un moment donné, qui me disaient, qui visionnaient un film à une époque où c'était super populaire. Les vampires? Oui, les vampires. Oui, il y a Vous vous une souvenez, dizaine il y a d'années, des oui, livres, c'est vrai. là, c'était quoi? C'est vrai, oui, les Eclipse, Twilight. les puis- Twilight, C'est ça, oui. Mais là, ils viennent me chercher. Venez, madame, Anna, venez. Écoutez ça, dites-nous, c'est quoi cette pièce-là? Fait que là, j'écoute. Mais j'ai dit, Clair de lune de Debussy. Alors, vous voyez, même dans Twilight, il y avait Clair de lune de Debussy, mais je crois qu'il n'était même pas au générique ou tout ça. En tout cas, on ne le voyait pas. Mais ça fait partie d'une de ces scènes dont les ados adoraient. Alors, je me suis dit que ça ferait un petit clin d'œil comme ça, une petite pause vampire, mais tout en douceur quand même. N'ayez le crâne, je ne sortirai pas les crocs.
on va aller Excalibur, John Boorman, les Chevaliers de la Table Ronde, Tristan et Isolde, tout ça, tout mélangé. C'est là qu'on découvre Wagner, c'est là qu'on découvre, toutes sortes de choses, hein, bon, bref. Dans le prélude de Tristan et Isolde de Wagner, le premier thème qu'on entend, c'est celui du désir. 3 notes. 3 notes pour du désir. 3 notes de désir. Ensuite, un regard. Là, les regards sont échangés. Ensuite, la potion d'amour, elle est bu. Et puis là, ça s'échange. Vous allez l'entendre. Des fois, c'est dans le haut. C'est repris, c'est les mêmes thèmes, mais dans des registres différents. Et c'est ça que... Et là, vous pouvez vous imaginer, ça, c'est Isolde qui est en train de parler. Ça, c'est Tristan qui lui répond. C'est Isolde qui est en train de lui avouer son amour. Ça, c'est Tristan qui lui répond. Vous pouvez entendre tout ça. Puis c'est pour ça qu'il y a une répétition puis une insistance. Puis je dirais, souvent, les grands écrivains auront parlé d'amour, hein, avec les mots. Mais rares les musiciens auront pu parler d'amour en musique de cette manière-là. Quelque part dans le temps, A Bit Time Return. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Richard Matheson, c'est un écrivain qui a L'homme qui rétrécit. Je suis une légende. On en a fait des films terribles. Mais cette histoire-là est vraiment belle. Une vieille dame de 92 ans arrive lors d'une première de théâtre et elle vient voir le metteur en scène, elle lui remet un objet, elle lui dit « Reviens-moi ». Quelques années passent, l'homme devient un célèbre metteur en scène et tout. Il va dans un hôtel au bord du Michigan. Et là, il y a un endroit dans l'hôtel qui est dédié à une comédienne qui s'appelle
Élise McKenna. Et cette Élise McKenna, c'est la vieille femme qui lui a dit « Reviens-moi » quelques années plus tôt. Alors, il réussit à voyager dans le temps. Il se retrouve au début du 20e siècle. Et elle est là sur la plage, on lui a dit « Vous la trouvez ?» Et tout à coup, il se présente devant elle. Puis, brusquement, sans préambule, elle parla. Et le son de sa voix me fit sursauter. « C'est vous? » Si j'avais compilé une liste de toutes les remarques d'introduction qu'elle aurait pu me faire, celle-là aurait figuré, en admettant qu'elle ait eu figuré tout en bas de la liste. Je la dévisageai, incapable d'en croire mes oreilles. Un enchantement dépassant toutes mes prévisions se serait-il produit pour qu'elle sache qui j'étais? Je n'arrivais pas à y croire. Pourtant, je sentis, dans la seconde qui suivit, que j'avais la possibilité miraculeuse de sauter peut-être des heures passées à tenter de la convaincre de m'accepter. « Oui, Élise », m'entendis-je répondre. Alors, c'est Andy Music, donc à la musique. Je pouvais pas terminer mieux que ça. C'est Schubert qui a écrit ça, mais c'était dans le maître de musique. Et c'est José Van Damme qui chante ça. Et c'est... Alors, à comparer à Rachmaninoff qui est très touffu, hein, vous avez vu les mains, ça c'est dénudé. Mais c'est une ode à la musique. Et voici ce que ça donne comme traduction. Ô noble art! Que de fois, dans les heures tristes, quand m'étreignait le poids de la vie, as-tu réchauffé mon cœur à des cieux plus doux? M'as-tu enivré dans un monde plus beau? Souvent, un soupir échappé de ta harpe, un doux et céleste accord dont tu as le secret, m'entr'ouvrait les cieux de jours meilleurs. Ô noble art, sois-en remercié.
Hey, bravo, Caroline. Merci de nous avoir partagé. Je pense qu'on a beaucoup de choses. En tout cas, je n'ai pas toutes vues. Certains, oui, je les ai vues, mais d'autres, je pense que tu m'as donné des bonnes idées. Probablement que vous avez eu des idées. En tout cas, si vous ne les avez pas écouté, les films et les musiques, on a beaucoup de choses à réécouter, à voir. On va mettre les suggestions là, pour tous ceux qui sont intéressés. Et, merci beaucoup de nous avoir partagé tant de musique, tant d'extraits, puis aussi ton parcours, disons, ton cheminement, que c'est toujours intéressant de savoir un petit peu sur les talents ici musicaux de VNQ. Donc, merci à tous. Merci beaucoup, Anne. Merci. J'espère que je vous ai passé un petit peu de passion. Je serais resté vraiment...